Doit-on craindre une campagne présidentielle violente? Jordan Bardella a été agressé hier lors d'une séance de dédicace à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Un homme s'est brusquement jeté sur lui, sur le président du RN, en lui cassant un œuf sur la tête. Alors c'était un récidiviste, manifestement ce monsieur, un homme de 74 ans, ancien agriculteur. Il s'en était déjà pris à Éric Zemmour, mais c'est vrai que il y a de plus en plus de violence et moi je crains sincèrement, Jean-Michel Savator, la prochaine campagne présidentielle, quand on voit un petit peu la teneur des échanges, aussi bien sur les réseaux sociaux, ça reste des échanges verbaux, mais voilà, avec des agressions parfois même physiques. On le voit avec les maires tous les jours, les maires des communes de France. Oui, alors c'est vrai que les maires sont en première ligne, on le voit. Mais moi, j'hésite un petit peu dans le cas de l'agression de Jordan Bardella, parce que, bon, est-ce que c'est de la violence politique, comme on a pu la voir, par exemple, lorsque Emmanuel Macron avait reçu une gifle lors d'un déplacement? Est-ce qu'on est dans la violence politique ou est-ce qu'on est dans la violence un peu nihiliste, comme on la connaît depuis une trentaine d'années Mmh. avec les entarteurs? Je ne sais pas si vous vous souvenez Oui, de ce Noël Gaudin, qui était un Belge qui était oui, bien sûr. complètement dingue. Oui. Et son grand jeu, c'était d'entarter. Alors, il avait entarté Patrick beaucoup d'intellectuels, BHL, Alain BHL. Minc, Jean Edernalier, et puis des politiques. Il avait entarté Jean-Pierre Chevènement, Claude Allègre, Sarkozy, Strauss-Kahn. Donc, moi, j'hésite un petit peu. Dans le cas précis, je ne sais pas où ça se situe, mais globalement, c'est vrai que Oui, ça se crispe quand même, la clairement. violence à l'Assemblée, la logique, c'est qu'elle déborde de l'Assemblée et qu'elle se retrouve dans la vie publique et dans la campagne électorale. Ça me semble assez évident. Alexandre Malafaille. Ouais, ce qui est frappant, c'est qu'en fait, on assiste depuis maintenant une dizaine d'années, je ne remonte pas à 30 ans, mais en fait, à une évolution du vocabulaire que les Français mettent sur leur appréciation de la vie politique. Et c'est notamment le baromètre qui est fait chaque année par le Cevipof sur la confiance, et c'est très régulièrement, les mots sont vraiment forts. C'est pour un quart des Français, c'est du dégoût. Quand on interroge les Français, on se rend compte que maintenant le mot haine fait son apparition, et on a des hommes politiques comme ça qui cristallisent beaucoup sur eux. Le fait qu'Emmanuel Macron ait été giflé, ça en dit très long, et c'est vrai qu'il a beaucoup polarisé sur sa personne, sa façon de faire de la politique, de désigner finalement d'une certaine façon qui sont ceux qui sont bien, ceux qui ne sont rien, etc. Enfin, voilà. Et donc je pense qu'on est rentré dans une période où il y a une polarisation des positions politiques, il y a une accentuation des fractures, comme en plus tout ça est accompagné par une absence de fabrication de résultats. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'État ne fait pas le travail, donc on continue à accumuler les problèmes. Et ceux qui arrivent et qui proposent quelque chose de façon très alternative, ce qui est le cas de Jordan Bardella, le RN a une vision très alternative de ce qu'ils veulent faire. Voilà, on peut être d'accord, pas d'accord, mais forcément, compte tenu de tout ce contexte, avec toute cette espèce de polarisation extrême des positions des uns et des autres, oui, il ne faut pas s'étonner qu'on en arrive à des actes comme ça. Alors, c'est peut-être anecdotique, il faut le souhaiter, et si c'est ça, tant mieux. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé aux États-Unis avec Charlie Kirk n'est pas anecdotique du tout. C'est vrai que de temps en temps, il y a des fous qui passent à l'acte en Israël. Yitzhak Rabin s'est effectivement fait tuer par quelqu'un qui était plutôt de ça. Bon, ça, c'est vrai que ça a toujours existé. Voilà. Mais Oui. j'étais effectivement ceux qui s'occupent de la sécurité des hommes politiques, et en particulier de ceux qui sont, on va dire, positionnés non pas au centre de l'échiquier, et encore, je serai attentif à faire vraiment prendre en charge leur sécurité extrêmement bien. En tout cas, Jordan Bardella a réagi. Il est l'invité en ce moment sur CNews d'Eliott Deval. Il a réagi à cette agression. Écoutez-le. Un individu qui est effectivement connu des services de police, qui est un récidiviste puisqu'il s'en était déjà pris au bus de Marine Le Pen en 2022, il s'en était déjà pris à Éric Zemmour, il a été condamné par la justice et il a récidivé. Je vais vous dire, d'abord je m'attends à tout quand on fait de la politique, je sais que quand on est engagé en première ligne, on en assume les conséquences. Et c'est vrai que faire de la politique aujourd'hui, c'est extrêmement violent. Il y a des gens qui vous apprécient, il y a des gens qui ne vous apprécient pas. Et par définition, quand vous êtes exposé et que vous êtes en première ligne de la bataille, eh bien, il vous faut être extrêmement solide. Mais moi, je suis extrêmement inquiet de voir un climat de plus en plus violent s'installer dans notre pays. Et c'est vrai que la violence vient bien souvent toujours du même côté et elle est bien souvent toujours subie par le même camp politique. Vous voyez, je ne l'avais pas entendu par définition, puisqu'il était sur une autre antenne en même temps que cette émission, et d'où l'envie de faire un débat sur est-ce qu'on doit craindre cette campagne présidentielle future violente. Et il a raison, je suis assez d'accord avec Jordan Bardella, ça n'existait pas avant cette violence, Jean-Michel Savator. Oui, surtout que le mauvais exemple, il vient d'en haut, il vient en fait de l'Assemblée nationale. Moi, ce qui me frappe le plus à l'Assemblée... Avec l'arrivée des élus LFistes. LFistes, c'est l'absence de respect. L'absence de respect des institutions d'abord, c'est-à-dire qu'on n'en a plus rien à foutre.
on arrive en séance Et en vous dites ça t-shirt. avec un gros mot. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. On arrive en t-shirt, Oui, on arrive. Bon, mais il oui, y a plus ce bien sûr, respect bien des sûr. institutions. Bon, et il y a plus le respect des personnes. Quand vous voyez comment les députés de la France insoumise s'adressent aux ministres. Il y a une espèce de, il y a une absence de Oui, c'est respect, une violent. absence de correction la plus élémentaire. À force de vouloir cliver absolument et expliquer qu'ils font pas partie de ce monde-là, ils en deviennent totalement injurieux. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune raison que Oui. ce Vous vous manque souvenez de de respect. Sébastien Delogu qui n'avait pas voulu serrer la main au plus jeune Absolument. député de l'Assemblée nationale parce qu'il était était RN. Rassemblement national. Ça veut dire beaucoup, Oui, Alexandre ça veut Malafaille. dire beaucoup. Et là où il faut vraiment que la classe politique, à un moment donné, reprenne raison, c'est que jouer avec les mots, souvent, c'est jouer avec le feu. Quand vous décidez de systématiquement considérer que ceux qui sont des représentants du RN sont des fascistes ou des fachos, vous mettez dans la tête d'un certain nombre de Français ou de personnes qui sont sur notre territoire l'envie peut-être de passer à l'acte. Ah oui. De fait, parce que si on fait un peu de référence à l'histoire, c'est vrai que imaginer que des fascistes arrivent à la tête de l'État, il y a de quoi faire peur. Donc cet amalgame-là qui est volontairement fait par une certaine partie de l'échiquier politique et parfois même avec une forme de complaisance du centre de ce centre Vous politique. avez entendu cette journaliste, pardonnez-moi, sur BFM, Nesrine Slaoui, qui dit bon, on justifie pas la violence physique dont il a été victime, mais quand même, d'ailleurs, on va l'écouter C'est un peu de sa cette faute, quoi. journaliste. C'est un peu de sa faute. Non mais tendez bien l'oreille parce que c'est intéressant ce qu'elle raconte. Moi, je pense qu'il faut distinguer dans ce genre de situation, c'est les violences individuelles qui sont très facilement condamnables, et il y a la violence politique. C'est-à-dire que Jordan Bardella mène quand même dans le débat public, dans ses propositions médiatiques, dans son programme, une forme de violence politique envers une certaine partie de la population. Envers qui, par exemple ? Il a souvent des propos qui sont islamophobes, il a des propos qui sont très caricaturaux quand il parle d'immigration, il a un propos qui est aussi violent pour beaucoup de personnes en France. Lesquels, Ça ne par justifie exemple, pas une violence physique. islamophobes ? C'est un homme qui fait des Et amalgames néanmoins, et qui la stigmatise. violence physique, mais c'est ce que on je ne dis. devrait jamais arriver. C'est-à-dire qu'on ne devrait jamais arriver à jeter un œuf. Mais c'est pour ça qu'il faut distinguer la violence physique individuelle et la violence politique qui, elle aussi, cible des millions de personnes. C'est-à-dire, je ne mets pas à équivalent, je dis juste que condamner les propos de Jordan Bardella, ça ne veut pas dire que ça justifie une violence physique. Ça dit juste qu'il est aussi lui-même vecteur d'une violence politique. Mais je voulais vous le faire écouter parce que ça illustrait votre propos, Alexandre Malafaille. Et vous aviez cité tout à l'heure Charlie Kirk. Combien de commentateurs ont dit dans le fond, bon, il l'avait un petit peu cherché, Jean-Michel Salvatore. Ouais, et là, je trouve que sur Bardella, franchement, c'est totalement injuste. C'est un pur procès d'intention. C'est un pur procès d'intention. Que je sache, Bardella n'a jamais été pris en flagrant délit de propos racistes. Donc là, si vous voulez, il y a une espèce de fantasmagorie qui assimile le Rassemblement national d'aujourd'hui au Front national d'il y a 20 ou 30 ans, au fascisme. Bon. Et donc, au nom de ça, on finit par dire absolument n'importe quoi. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, la violence politique, elle est plutôt portée par des élus de l'autre côté, avec une violence sans frein, à la fois sur les personnes, sur les idées et sur les institutions. Le bruit et la fureur, ça a été parfaitement théorisé et c'est assumé notamment par Jean-Luc Mélenchon. Et après, quand on entend cette dame faire ce commentaire, c'est honteux parce que ça veut dire que finalement, il y a des circonstances et elles sont atténuantes. Donc, quelque part, bah oui, c'est un peu l'arroseur arrosé. Il parle de sécurité. Il l'a pas volé, quoi. Il parle d'immigration. Il pointe du doigt des responsables. Il dit que c'est pas bien d'être QTF et de commettre un certain nombre d'actes sur notre territoire. Mais de fait, en disant ça, bah bien sûr, il cible des gens. Donc, de fait, en retour, faut pas qu'ils se tannent d'être ciblés. C'est absolument inaudible comme propos. C'est inexcusable. C'est même pas un propos de prétoire. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, on n'a pas le droit de porter la main sur son prochain. Point barre. C'est comme ça et il n'y a pas de circonstances qui peuvent l'expliquer parce qu'on dit des choses qui ne vous plaisent pas. Et une violence qu'on retrouve aussi dans le débat public, on l'a dit, et vous avez vu cette dernière séquence entre maintenant France Télévisions, CNews, il y a beaucoup de polarité, il y a beaucoup de violence dans certains propos, beaucoup d'intolérance. On a vu cette séquence de complément d'enquête, notamment. Jean-Michel Salvatore, vous en avez pensé quoi ? On n'avait pas eu l'occasion d'échanger sur ce point. Moi, je trouve que là, RSF, les Reporters sans frontières, ils vous ont fait la preuve du fait que c'est devenu un mouvement de gauche, voire d'extrême gauche, qu'ils sont de parti pris, qu'ils ont voulu absolument ils s'en cachent tordre. Ah oui, mais à l'origine, c'était pas ça. À l'origine, RSF, c'était une organisation pour sortir
les journalistes de prison lorsqu'ils allaient sur des, lorsqu'ils allaient dans des pays dangereux, etc. Christophe Glaise est encore en prison et RSF s'occupe de dénigrer CNews et les médias Bolloré. Donc à l'origine, RSF c'était fait pour ça. Bon, aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont dans un combat qui est un combat politique. Leur premier combat, n'oubliez pas, avec Christophe Deloire qui malheureusement est mort, mais le premier combat, ça avait été de faire interdire C8. Et souvenez-vous qu'ils avaient été à l'origine de plaintes auprès de l'Arcom pour faire interdire C8. Donc là, ils étaient vraiment dans un combat contre la liberté d'expression, d'une certaine façon. Quand on est journaliste, c'est quand même incroyable de demander la fermeture d'une chaîne. Et puis là, ils continuent, avec une offensive très anti-CNews. Mais là, ils se sont fait prendre un petit peu les mains dans le pot de confiture, puisque l'Arcom, qui a fait son boulot, a dit non, on est désolé, mais les chiffres qui sont donnés par RSF sont des chiffres qui sont erronés, qui sont faux, qui sont biaisés et que nous ne retrouvons pas, nous, à l'Arcom, lorsque nous regardons CNews.